Lorsque l'on parle de Genève, on pense facilement aux lieux touristiques tels que les Nations Unies, le jet d'eau, l'horloge fleurie, le mur des réformateurs ou encore la cathédrale Saint-Pierre. Mais Genève, en raison de sa géographie et de son ancienneté, est une ville pleine d'anecdotes et de lieux qui méritent d'être partagés. Pour ce premier épisode des Curiosités, j'ai donc décidé de m'attarder sur un certain nombre de ces lieux insolites ou du moins peu connus des touristes et même de certains Genevois. C'est notamment le cas de la Tour de Champel, qui est aussi l'emblème du quartier dont très peu de personnes connaissent l'histoire. La tour de Champel est une tour de style néo-gothique haute de 17 mètres qui peut rappeler la tour d'un château médiéval. Donc c'est en partie dû au fait qu'on ait utilisé des blocs de molasse récupérés au cours de la destruction d'une vieille bâtisse en vieille ville. D'une certaine façon, cette tour est donc médiévale dans son essence, mais sans vraiment l'être. Elle est édifiée en 1877 sous l'impulsion de David Morio, qui était avocat et homme d'affaires, dans le cadre de son projet des bains thérapeutiques de l'Arve. Il est à noter qu'à cette époque, le thermalisme est de plus en plus populaire et médiatisé dans toute l'Europe, particulièrement dans la région, avec notamment Divonne et Évian qui sont alors en plein essor. Vu la concurrence, il était important de se démarquer des autres centres. Dans ce but, l'eau de l'Arve était utilisée sous toutes ses formes, bains chauds, douches froides, vapeur, fumigation. En plus des services thérapeutiques, les curistes, si leurs moyens les permettaient, avaient la possibilité de loger à l'hôtel-pension Beau Séjour, situé en amont des bains et à 2 pas de la tour de Champel. Cet hôtel dessiné par les architectes Eugène Hensler et Arthur Boissonnas s'inscrit dans un style belle époque en raison de ses tourelles et ses couronnements effilés. Ainsi, le temps de leur séjour, les clients de l'établissement profitaient d'une cure d'eau, mais également d'air pur. La fonction première de la tour était de décorer le paysage. En effet, David Morio avait comme projet de créer artificiellement un cadre plus romantique. Au-delà de son utilité décorative à grande échelle, il était aussi possible de pénétrer à l'intérieur et d'y prendre le thé dans un petit salon et une vue panoramique sur le Salève, le Jura, Carouge et l'Arve. Ce lieu unique dans le paysage genevois avait pour but d'offrir aux clients les plus fortunés un endroit propice à la rêverie et à la nostalgie, à la fois isolé et connecté au monde. Dès la fin du 19e siècle, les clients des bains de l'Arve venaient de toute l'Europe pour profiter des soins et du cadre. Plusieurs clients célèbres y ont d'ailleurs séjourné. C'est notamment le cas de Camille Saint-Saëns ou encore Guy de Maupassant qui avait plus l'habitude de se rendre en cure à Divonne et qui a souhaité, je le cite, « profiter du large et beau vallon à bien abrité en des collines boisées ». Malheureusement, les bains de l'Arve n'ont pas survécu à la guerre et au développement de l'urbanisme. Au cours des années, l'établissement a donc perdu beaucoup de clients et de son charme. Finalement, après de nombreuses tentatives pour garder la tête hors de l'eau, le domaine qui comprend alors l'hôtel et les bains a été vendu à l'État de Genève pour 450 000 francs. Revenons-en à la tour. En pleine guerre mondiale, dans la nuit du 11 au 12 juin 1940, aux alentours de 1h50 du matin, elle va manquer de peu d'être abattue par une bombe larguée par l'aviation britannique. Bien évidemment, le bombardement d'un pays neutre n'étant pas le but de cette expédition, il s'agit en fait d'une erreur de la part du Bomber Command. Selon les sources, cet accident serait les conséquences d'une météo peu clémente ou encore d'une confusion qu'il aurait pu exister entre Geneva et Genova, qui étaient alors sous occupation allemande. Au cours de la nuit, ce sont 8 bombes de 170 kg qui sont relarguées sur Genève en 3 vagues successives. Elles touchent Plainpalais, Carouge et Champel, en plein sur l'hôtel Beau Séjour, à peine 150 mètres de la tour. Cette malencontreuse erreur aura tout de même causé la mort de 5 personnes, dont 4 sur le site de Beau Séjour, sur lequel logeait un grand nombre de soldats à l'époque. Quelques années plus tard, en 1942, la ville de Genève décide d'installer une annexe de l'hôpital cantonal sur le domaine, faisant ainsi perdurer l'esprit thérapeutique et médical de Champel. De nos jours encore, l'hôpital Beau Séjour trône à la place de l'hôtel et a su conserver un certain nombre d'éléments qui étaient déjà présents lorsque l'hôtel accueillait les curistes. Le bâtiment Louis XVI est intact et le jardin a conservé ses balcons, préservant ainsi son histoire. À partir des années 70, la tour est laissée progressivement à l'abandon et la construction commence à montrer des signes de fragilité dès 1980. En 1988, après de nombreuses années de négociations, la ville de Genève accepte le don de la parcelle sur laquelle la tour est dressée et entreprend des travaux de renforcement et de restauration de la façade. Si le salon de thé n'est plus accessible, on peut toujours venir la voir au 15 chemin de la tour de Champel, ou depuis en bas, qu'on soit à la piscine de Carouge ou dans le Léman Express. Un peu plus bas, à quelques centaines de mètres de l'hôpital Beau Séjour, face à la sortie du Léman Express, on peut retrouver 2 monuments honorant la mémoire d'un certain Michel Servet. Inauguré en 1903, le menhir de la Roseraie commémore le 350e anniversaire de la mise à mort du médecin et philosophe espagnol Michel Servet. La statue, quant à elle, bien plus tardive, a été inaugurée en 2011 pour fêter les 500 ans de sa naissance. Ce n'est pas un hasard si la ville a choisi ce lieu aux abords de la vieille ville en particulier. Au XVIe siècle, les condamnés à mort montaient sur un gibet qui se dressait en réalité à quelques mètres des monuments actuels, à l'endroit exact où se situe actuellement la clinique de la colline. Cette place d'exécution, située sur la colline de Champel, également appelée le champ du bourreau, a vu se succéder un grand nombre de criminels, mais également d'opposants politiques ou religieux.
C'est justement le cas avec Michel Servet qui a été reconnu, dénoncé, arrêté, jugé et finalement condamné à mort. Le motif de sa condamnation était l'hérésie manifeste de son ouvrage de 1552, répondant à celui de Jean Calvin intitulé « L'institution de la religion chrétienne ». Dans son livre, publié sous le pseudonyme de Michel de Villeneuve, il remet en question le sujet sensible de la Trinité, et certains, catholiques comme réformés donc, y voient une remise en question de l'existence même de Dieu. L'auteur du christianisme restitué va cependant être identifié à cause d'un dossier de lettres échangé entre lui et Calvin, qui était présent dans certaines éditions. Recherché par l'Inquisition ayant déjà fui l'Autriche, il tente alors de trouver refuge à Genève avant d'être finalement repéré au Temple de la Madeleine à la fin du culte. Emprisonné, il tente de se défendre. Si j'avais dit cela, non seulement dit mais écrit publiquement pour infecter le monde, je me condamnerais moi-même à mort. C'est pourquoi, mes seigneurs, je demande que mon faux accusateur soit puni et qu'il soit détenu prisonnier comme moi jusqu'à ce que la cause soit définie pour mort, ou de moi ou de lui, ou autre peine. Et pour ce faire, je m'inscris contre lui à la dite peine du talion, et suis content de mourir s'il s'est convaincu de ceci et d'autre chose que je lui mettrai dessus. Je vous demande justice, mes seigneurs. Justice, justice. Pensant s'être bien défendu en attaquant Calvin, Michel Servet provoque en fait sa mise à mort. Il est donc condamné au bûcher le vendredi 27 octobre 1553 au Champ des Bourreaux. La météo n'ayant pas été favorable, le bois est particulièrement humide et condamne alors Servet à une mort douloureuse et particulièrement longue. Célébré comme une figure héroïque de l'histoire de Genève par son implication dans le réformisme, il semblerait que Michel Servet soit davantage perçu comme un martyr du régime autoritaire de Jean Calvin. Derrière la porte du numéro 19 de la rue du Perron, au cœur de la vieille ville, se trouve l'un des lieux les plus cachés et originaux du vieux Genève, le passage de Montier. En effet, le passage n'ouvre en principe qu'un seul jour par année, le week-end précédant l'escalade, qui a lieu chaque année le 12 décembre, et qui pourtant n'a aucun lien avec le passage. Grâce au soutien de la ville de Genève, j'ai eu le privilège de pouvoir y pénétrer à titre exceptionnel. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le nom de Montier n'a rien à voir avec le petit village proche du Salèvre. Toutefois, les deux lieux pourraient avoir la même étymologie latine, suggérant une proximité existée entre le lieu et une muraille. Si le tronçon d'une petite centaine de mètres que vous pouvez voir date approximativement du XIIe-XIIIe siècle, son origine serait en réalité beaucoup plus ancienne. En effet, lorsque Genève était sous contrôle burgonde, donc entre le 5e et le 10e siècle, il semblerait qu'un chemin de ronde circulait déjà au pied des remparts de la cité, qui était beaucoup moins étendu en raison du niveau du lac qui lui était beaucoup plus élevé. L'utilisation de ce chemin a varié à travers les siècles. Il a alors pu servir de sentier de garde, de raccourci, d'égout à ciel ouvert ou encore de traquenard, puisque le dernier tronçon du passage mesure moins de 60 cm de large et empêche donc tout homme en armure d'avancer. Il est d'ailleurs intéressant de relever que si ce passage existe encore, c'est en grande partie grâce aux caprices des propriétaires. Par là, j'entends que les vieilles familles propriétaires, souhaitant éviter les problèmes que peuvent engendrer la mitoyenneté, ont donc bâti leur mur au plus proche de celui du voisin, créant ainsi ces interstices resserrés et uniques en ville. Ce n'est pas le seul chemin qui pourrait avoir été sorti de l'imagination de J.K. Rowling. Nous avons également la chicane de la rue des Barrières par exemple. À l'allure très biscornue, cette rue servait en fait à défendre l'entrée côté lac de la cité. Par son architecture très réfléchie, cette chicane contraignait les assaillants à s'exposer aux tirs des défenseurs de la cité, qui eux étaient protégés par des angles morts. Voici l'église du Sacré-Cœur, située en plein cœur de Genève et donnant sur la grande plaine de Plainpalais. Elle a été construite en 1859 selon les directives de l'ingénieur Hermann Hughes, à la suite de l'instauration cantonale de la liberté de culte en 1847 et de la démolition des fortifications de la ville dès 1849. James Fazzi, fervent défenseur de la liberté de culte, obtient du canton que l'on offre la possibilité aux diverses communautés religieuses d'établir un lieu de culte sur une parcelle de terre définie. Ainsi, des bâtiments tels que la synagogue Beth Yaakov, la Holy Trinity Church, ou encore la cathédrale de l'Exaltation de la Sainte Croix, aussi connue sous le nom de l'église russe, ont vu le jour à la même période. Il est intéressant de relever que le bâtiment que nous connaissons sous le nom d'église n'en est initialement pas une. Le terrain avait été concédé grâce au soutien et l'insistance de James Fazzi et de la Grande Loge Suisse Alpina, dans le but de construire un temple unique censé réunir 7 loges franc-maçonnes. Le temple a été construit dans un style néoclassique à l'allure monumentale, cependant il n'est monumental que d'apparence. En effet, très peu de pierres de taille ont été utilisées dans sa construction. Ce choix est dû au fait que la concession du terrain était loin d'être gratuite et que, contrairement à certaines institutions religieuses, les loges maçonniques disposaient de ressources très limitées. Quelques années après la construction, en 1868, le temple unique est au bord de la faillite, et c'est à ce moment-là qu'ils décident de le céder à leur principal créancier, le prince Galitzine, qui s'est alors engagé à ne pas le vendre à l'église. Vers 1870, ce dernier revend à son tour le temple au docteur Baumgartner, qui est un personnage politique engagé dans l'immobilier, pour la somme de 70 000 francs. Il l'aurait alors proposé au duc Charles II de Brunswick, qui l'aurait refusé, ayant déjà en tête une idée pour rentrer dans la postérité. Après avoir manqué sa vente, Baumgartner y installa une brasserie.
sans réel succès avant d'abriter la section genevoise de la Première Internationale, renforçant par la même occasion l'idée d'une alliance communo-maçonnique. Finalement, c'est en 1873, contre la somme de 173 000 francs, que le temple finira par tomber entre les mains des catholiques et par prendre le nom d'église du Sacré-Cœur. Aujourd'hui en travaux, suite à un incendie d'origine supposément criminelle, l'église du Sacré-Cœur, ex-temple unique, avait l'habitude d'accueillir les messes catholiques romaines des communautés hispaniques. Ce n'est pas le seul bâtiment initialement maçonnique autour de Plainpalais. En effet, après avoir traversé la plaine et remonté le boulevard Pont d'Arbre, nous pouvons retrouver une seconde tour, la tour de Blavignac, au numéro 1 de la rue de la Tour. Cette tour qui a pendant longtemps été menacée d'être détruite a été dessinée par l'architecte genevois et franc-maçon Jean-Daniel Blavignac, qui est un passionné de bâtiments médiévaux et un membre éminent de la Loge Fidélité. Appartenant à la ville depuis 1964 et étant notamment utilisée comme la maison de quartier de Plainpalais depuis 1994, elle a été construite à l'origine entre 1859 et 1862 comme un projet avant tout personnel sur une parcelle fine et triangulaire. Malheureusement, les dépenses liées à la construction devenant trop importantes, Blavignac se voit alors contraint de vendre l'intégralité du bâtiment et doit renoncer à son premier étage personnel. Le bâtiment atypique sera donc divisé en différents locaux commerciaux, appartements, mais également un espace maçonnique. Ainsi, une boulangerie a occupé pendant plusieurs années le rez-de-chaussée de la tour. Nous pouvons d'ailleurs encore retrouver une trace de cette dernière avec l'inscription qui fait la mention d'une boulangerie de la tour 1867. Restaurée en 1987, la tour a su conserver son influence franc-maçonne. Elle se fait notamment ressentir dans l'architecture toute particulière du lieu. Nous avons par exemple la forme triangulaire de la parcelle du terrain, l'escalier à vis dans la tour, ou encore le grand salon circulaire au mur rouge qui se situe tout en haut du bâtiment et qui représente les échelons à gravir au sein de la loge maçonnique. Non loin de la rue du Marché où on retrouve de nombreux magasins, juste derrière le temple de la Madeleine, nous pouvons retrouver 3 portes sculptées en 1939, dont une toute particulière. En effet, sur la grappe de l'une d'entre elles, nous pouvons y voir graver une bombe. Cette dernière, placée à la clé de voûte, est entourée de 2 éléments venant compléter la composition. L'île Rousseau d'un côté, et les tours de la cathédrale Saint-Pierre de l'autre. Cette représentation peu commune pour le style de la ville cache en réalité un abri anti-aérien pouvant accueillir 1200 personnes sur 2 niveaux. Construit à la veille de la Seconde Guerre mondiale, cet abri semble démontrer une inquiétude sérieuse de la population face à ce conflit grandissant. La Suisse étant géographiquement au centre de l'Europe et Genève étant pratiquement enclavée sur le territoire français, les Genevois savaient qu'ils n'étaient pas à l'abri d'un éventuel bombardement accidentel ou d'une potentielle attaque. Restons dans le domaine de l'architecture et penchons-nous sur un, si ce n'est le bâtiment le plus original du quartier de Champel. Au numéro 33 et 35 de l'avenue de Miremont, non loin de Beauséjour et du monument commémorant la mort de Michel Servet, nous pouvons retrouver une façade aux sculptures aussi atypiques qu'étranges. Construit à la demande d'un certain Weschler en 1910 d'après les dessins des architectes Arthur Boissonnas et Eugène Hensler, donc les mêmes ayant pensé l'hôtel Beauséjour, les 2 immeubles ont des façades différentes mais liées. Sur la première, nous pouvons y voir représenter un faune en plein repas, piochant alors dans une hotte remplie de bambins pendant que l'un d'entre eux s'échappe à l'aide d'une corde. Sur la seconde, la scène représentée y est plus complexe. On y voit un couple se tournant le dos, l'homme en armure et la femme avec une cornette sur la tête. 2 faunes sont en position d'observateur, les bras croisés et la tête tournée vers les passants. Finalement, une femme triste vient accentuer le caractère dramatique de cette composition. Bien que les façades de ces immeubles soient centenaires, encore aucune explication concluante concernant leur interprétation n'a été trouvée. Certains historiens genevois avancent l'hypothèse d'un simple intérêt pour l'imagerie des contes de fées, alors que certains pensent que ces sculptures cachent en réalité un noir secret de famille. Voilà, nous voici arrivés au terme de ce premier épisode des Curiosités, j'espère qu'il vous aura plu. Le prochain épisode sera consacré à la ville de Lausanne, et je vous dis à très bientôt.